Alors, avec une introduction pareille, j'ai un peu la pression. J'ai aussi la pression parce que vous sortez de votre déjeuner, donc je vais essayer de vous réveiller. La pression, je l'ai eue de Laurent et je suis ravie que ce soit lui qui m'ait présenté. Je suis ravie aussi qu'il m'ait fait venir. Simplement, quand il m'a demandé de parler de l'ambition au féminin, là, je me suis posé la question. Et moi, je n'ai jamais eu d'ambition. Je n'ai jamais eu d'ambition. C'était mal vu. Ça l'est encore. En particulier quand on est une femme. C'est un peu curieux le vocabulaire. Ambition, non féminin, en français, dans beaucoup d'autres langues aussi. Simplement, quand on dit d'une femme qu'elle est ambitieuse, c'est assez rarement pour lui faire un compliment. C'est déplacé, à la limite de l'inconvenant. Alors, je n'ai jamais eu d'ambition. C'est vrai aussi qu'on n'en a pas forcément eu pour moi, au départ. Ni autour de moi, ni à l'école. Alors on pourrait se dire que c'était il y a quelques années, bon très peu d'années quand même. Pas forcément. Je ne suis pas sûre que les choses aient beaucoup changé, je suis même un peu sûre du contraire, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de travailler pour et avec de jeunes hommes et de jeunes femmes. Dans l'entourage familial, qu'est-ce qu'on attend d'une petite fille ? Qu'elle soit jolie, qu'elle soit gentille, qu'elle soit sage, qu'elle soit calme et qu'elle soit altruiste. Et d'ailleurs, pour aboutir à tout ça, on ne lui donne pas exactement les mêmes jouets qu'au petit garçon, pour lequel on a déjà d'autres genres d'attentes. Pas les mêmes jouets et pas les mêmes lectures, et ça, c'est plus récent. Si vous allez dans une librairie et que vous cherchez le rayon livres pour enfants, vous n'allez pas le trouver. Vous allez trouver un rayon livres pour petits garçons et puis un rayon livres pour petites filles. Vous ne risquez pas de vous tromper. Un rayon est bleu, l'autre est rose, très très rose. Et les petits garçons, on va leur donner à lire des histoires de chevaliers, de cow-boys, de corsaires, tout ce qui vous donne envie de partir à la conquête du monde. Pendant ce temps-là, les petites filles, on va leur donner à lire des histoires de princesses. Et exclusivement des histoires de princesses. Est-ce que ça forge les mêmes rêves ? Est-ce que ça construit les mêmes ambitions ? Pas forcément. Alors, heureusement, il y a l'école. Et l'école, c'est le royaume des filles. Les filles sont bonnes élèves, très bonnes élèves, tête de classe. Je le sais, j'en ai été une. Heureusement, je m'en suis sortie, c'est ce qui m'a sauvée. Et alors, si elles sont tête de classe, si l'école leur donne d'aussi bonnes notes, c'est forcément que l'école a pour elles un projet, des attentes, une ambition. Forcément ? Pas si sûr. Qu'est-ce que les professeurs aiment chez les petites filles ? Eh bien, la même chose que ce qu'on aime à la maison. Elles sont calmes, beaucoup plus calmes que les garçons. Elles sont moins contestataires, elles suivent les consignes, elles les appliquent. En bref, elles ont une qualité formidable. Elles sont reposantes. C'est ça qui fait qu'elles ont des bonnes notes. Alors, ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. De manière un peu plus scientifique, je me suis posé la question de savoir si nos enseignants, et surtout nos enseignantes, puisque dans la petite enfance, ce sont surtout des femmes qui enseignent aux enfants, avaient tout à fait les mêmes attentes, les mêmes ambitions pour les petits garçons et pour les petites filles. Je me la suis posée, puis j'ai demandé à des chercheurs de l'éducation de regarder un petit peu ce qu'une enseignante, le matin, demande à la petite fille qui arrive en classe. Et c'est assez simple, assez systématique. On va lui demander de réciter la leçon de la veille. Ça développe toute une série de compétences. Écouter, s'appliquer, retenir et réciter. Et si vous faites tout ça dans l'ordre, ça se passe très bien. C'est sans risque, sans exposition, sans mauvaise surprise. À la sortie,
Vous êtes gratifié. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va demander aux petits garçons? Vous savez que les garçons sont les mal-aimés du système scolaire, ce sont même ceux qu'on appelle les décrocheurs. 82% des décrocheurs de notre système scolaire qui sortent de l'école sans diplôme, sans formation, sont des garçons. Alors naturellement, les enseignants vont s'interroger en permanence comment faire pour que le garçon ne décroche pas, ne mette pas la pagaille dans le cours, reste attentif. Alors pour garder l'attention d'un petit garçon, on ne va pas lui demander de réciter la leçon de la veille, c'est quand même extraordinairement ennuyeux. On va lui demander d'inventer, de deviner ce dont on va parler dans la journée. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Il va se souvenir de ce qu'il a lu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu ailleurs. Il va faire appel à des connaissances qu'il aura acquises en dehors de l'école, dans le vrai monde, dans la vraie vie. Et puis il va y faire appel, il va se lancer, il va essayer, il va oser, il va s'exposer, il va prendre un risque, mais dans le fond il va prendre un tout petit risque parce que s'il devine juste, il sera félicité, puis s'il se trompe, on va quand même pas lui en vouloir, ça n'était jamais que la leçon à venir, le pauvre il ne pouvait pas savoir. Alors à ce tarif, 15 ans d'éducation, est-ce que nous sommes sûrs que ça fait tout à fait les mêmes compétences, les mêmes rêves, les mêmes ambitions pour les petits garçons et pour les petites filles? Ce qui est sûr, c'est que ça ne donne pas le même résultat. Les filles sortent triomphantes du système scolaire. 60% des diplômés de master en Europe et en France sont des femmes. Triomphe absolu. Quelques années plus tard, 12% des dirigeants sont des dirigeantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le monde merveilleux de l'école s'est envolé, la vraie vie est arrivée. Alors on le sait, on le dit, on nous le répète, les femmes ne candidatent pas à des postes, ne demandent pas une promotion, ne demandent pas une augmentation, beaucoup moins que les hommes. On nous répète à l'envi qu'un homme qui a 50% des compétences va oser proposer sa candidature pour un poste, là où une femme qui a 100% des mêmes compétences va hésiter. Et nous, les femmes, on entend cette petite musique et elle nous fait assez plaisir. On trouve ça assez satisfaisant, moralement supérieur. On aurait une modestie naturelle qui nous conduirait, à la différence des garçons, à prendre du recul, à hésiter avant de nous mettre en avant. Alors moi, je ne crois pas du tout à la modestie, je crois au contraire que c'est notre orgueil d'anciennes bonnes élèves qui nous paralyse. Quand on a toujours eu des bonnes notes, quand on a toujours été la première, parce qu'on respectait les consignes, qu'on s'appliquait, qu'on était dans notre zone de confort, l'idée, la simple idée d'essuyer un refus, de rencontrer un échec, de prendre une gifle, de faire face à un obstacle, nous est tout simplement insupportable. Et ça, mesdames, je suis désolée, c'est de l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec la modestie. Pourtant, quand est-ce qu'on apprend le plus de choses? C'est en faisant face à un échec. Quand est-ce qu'on grandit le mieux? C'est en surmontant un obstacle. C'est en s'exposant, c'est allant vers ce qu'on ne connaît pas, que l'on se découvre en découvrant le monde. Il y a une magnifique définition du succès, on la doit à Winston Churchill, qui a plutôt pas mal réussi sa vie a priori, et qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme ». Moi, j'en ai fait ma devise et je me la suis bien appliquée. Les échecs, j'en ai connu, l'enthousiasme est toujours là. Celui d'être avec vous aujourd'hui, par exemple, et pas seulement. Ce que je crains, c'est qu'aucune femme n'aurait été capable d'inventer cette phrase-là, cette devise-là, tout simplement parce que nous sommes très souvent, trop souvent, englués dans notre piège de bonnes élèves. Alors évidemment, il y a des femmes qui vont de l'avant, pour qui les choses se passent bien, si ce n'est que la bonne élève la rattrape assez vite. Un deuxième piège, celui qui nous vient de nos années d'école, si merveilleuses finalement, malgré tout, le piège de la perfection.
Nous sommes convaincus, intimement convaincus, que ce qu'on nous demande, c'est d'être parfaite en tout le temps, de tout réussir. Et alors après avoir lu les contes de fées, qui nous ont fait prendre un départ assez contestable, on enchaîne avec les magazines féminins. Prenez un magazine féminin. Et ne me dites pas que vous ne les lisez pas, messieurs, vous les lisez aussi parfois avant nous. Les modèles que l'on nous met sous les yeux sont extraordinaires. Elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont minces, elles réussissent tout, leurs amours, leurs enfants. Alors lisez La maternité expliquée dans un magazine féminin, bientôt il faudra avoir un doctorat pour avoir des enfants. Et évidemment, leur vie professionnelle. Vous regardez ça, soit vous essayez de leur ressembler, et vous êtes à peu près épuisé tout de suite, soit vous êtes complètement découragé. Et alors qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à feuilleter votre magazine, et puisque vous n'arrivez pas à être ces modèles absolument éblouissants, totalement irréels, et où tout est photoshopé, la photo, mais le récit aussi. Alors puisque vous n'arrivez pas à être ce qu'on vous met sous les yeux, vous essayez d'avoir tout ce qu'on vous propose comme signe extérieur de perfection. Petite miette de perfection que vous allez acheter vite fait, en vous disant que ça vous rapproche de la personne que vous avez vue dans votre magazine féminin préféré. Et bien sûr, le marketing, la publicité ont très bien compris que essayer d'avoir quand on n'arrive pas à être, ça fait très bien vendre. Et nous, on court derrière ça, on s'épuise derrière ça, et ça ne marche pas très bien. Alors, je me suis aussi demandé, qu'est-ce qui faisait que certaines femmes avaient franchi ces barrières-là, avaient arrêté d'être des bonnes élèves, comme moi, et avaient réussi à croire en leur destin, avaient eu une ambition. Et là encore, on a travaillé avec des chercheurs, la réponse est unanime de toutes ces femmes, c'est la même, c'est leur père qui les a encouragées à être ce qu'elles sont. Alors pas leur mère, on sait ce qu'il en est des rapports mère-fille, pas l'école, on l'a vu, l'école adore les filles, mais pas forcément pour des bonnes raisons, non, leur père. Donc ayez un père encourageant, le monde vous appartient, soyez un père encourageant et votre fille ira loin. Je vous demande de méditer ce petit conseil. Pensez par exemple à cette jeune femme qui nous impressionne tous, qui est notre rôle modèle à tous, celle qui a eu le prix Nobel de la paix, parce qu'elle avait combattu et risqué sa vie pour que d'autres jeunes femmes puissent aller à l'école. Malala Yousafzai. Malala est une femme extraordinaire, de courage, d'investissement, de rayonnement, de charisme. Avant Malala, il y a eu le père de Malala. C'est lui qui a commencé à combattre pour que les petites filles pakistanaises puissent aller à l'école. C'est lui qui a donné à sa fille le courage de continuer. Donc, messieurs, essayez tous d'être des pères de Malala et le monde s'en portera mieux. Alors moi, je n'ai pas eu d'ambition, je n'en ai toujours pas, mais j'ai d'autres moteurs. La passion, la curiosité. Ça m'a conduit aux quatre coins du monde. J'ai choisi un métier de diplomate, plus beau métier qui puisse exister. Celui dont on disait, quand je l'ai choisi, c'était un métier d'homme, comme on parle d'une boisson d'homme, vous savez. Et on disait, pas forcément fait pour une femme, vous savez, pour qu'une femme ait les épaules. Les épaules en diplomatie, je ne vois pas bien. Au football américain, j'arrive à comprendre les épaules. La diplomatie, c'est comprendre, écouter, dialoguer, convaincre. Les épaules, pas évident. Et puis quand je pense à des femmes comme Madeleine Albright, comme Condoleezza Rice ou comme Hillary Clinton, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un manque de carrure qui les a empêchées d'être ce qu'elles sont. Donc métier d'homme, métier de femme, là encore, je n'ai pas écouté ce genre de choses, je ne l'ai pas regretté. J'ai eu des moments merveilleux, d'autres moments plus difficiles. J'ai décidé de tout choisir, et notamment de faire ce qu'on m'avait dit qui serait impossible. On m'avait dit, tu verras, la diplomatie, c'est une vocation, un sacerdoce, un vocabulaire à la fois religieux et très masculin, et donc impossible d'avoir une vie personnelle. Ça m'a un peu agacée. Du coup, j'ai fondé une famille, j'ai eu 4 enfants. Alors, question qu'on me pose toute la journée, qu'on ne pose jamais à un homme dans ma situation, comment faites-vous pour concilier tout ça ? Moi, je dis, comment font-ils pour vivre avec moi ? C'est eux qui sont admirables. Moi, je sais ce que je fais. Je fais tout mal, mais avec enthousiasme. J'ai écouté Churchill. Et c'est honnêtement...
Et c'est honnêtement beaucoup plus agréable pour moi, je ne le cache pas, et je crois beaucoup plus supportable pour eux. Alors aujourd'hui, c'est tout ça qui m'a conduit où je suis. Là où je suis, c'est à la tête d'une grande école française, ce qu'on appelle un peu vite, un peu avec agacement parfois, je peux le comprendre, une fabrique des élites. Dit comme ça, c'est intimidant, surtout quand on n'est pas soi-même sorti de la fabrique. Je vous rassure et je tiens à vous le dire, aujourd'hui, préparer les élites de demain, pour quelqu'un comme moi, c'est ne rien oublier de ce qu'on a vécu avant. C'est s'efforcer de faire en sorte que les élites de demain nous ressemblent à la société au service de laquelle ils vont se mettre, c'est-à-dire qu'elles soient beaucoup plus diverses qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent, beaucoup plus diverses de toutes les manières possibles, qu'on arrête ce gâchis de talent, et notamment le talent des jeunes femmes, toutes ces femmes en qui on a cru qu'on a formé, il faut les pousser vers le haut, vers ce qu'elles peuvent donner, parce que ce qu'elles ont à apporter à notre société, ce n'est pas des qualités féminines qu'elles auraient, ce qui voudrait dire qu'elles auraient aussi des défauts féminins, c'est une diversité de points de vue, c'est une capacité à interroger l'existant, à mettre en cause les routines, le statu quo. Dans un monde de complexité, c'est de la diversité dont on a besoin. Hommes et femmes côte à côte. Certainement pas pour que les femmes prennent la place des hommes. Quelle horreur! J'avais lu un livre il y a quelques années qui s'appelait La fin des hommes. C'est pas ça dont on a envie. Ce qu'on a envie, c'est que les femmes prennent leur place aux côtés des hommes pour changer un monde dont on aura du mal à nous dire qu'il est tellement satisfaisant qu'il faudrait en rester au statu quo. Et là, les femmes ont quelque chose à apporter avec les hommes à leur côté. Mon engagement, et j'aimerais que ce soit peut-être aussi le vôtre, c'est faire en sorte de réhabiliter ce beau mot d'ambition dans ce qu'il veut vraiment nous dire et dire aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui aspirent à faire quelque chose de leur vie. L'ambition, c'est servir à quelque chose, c'est se mettre au service des autres, c'est faire la différence là où on est, et ça doit pouvoir se décliner au féminin autant qu'au masculin.